Bonjour à tous, midi pile, élection départementale sur Éclair TV, Éclair FM en simultané, mais également sur notre page Facebook. Aujourd'hui, nous nous intéressons au canton du Lamentin. Dans nos studios pour débattre, un représentant des trois binômes titulaires qui sont en lice. José Toribio, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à vos téléspectateurs. Jocelyn Sapotille. Bonjour et merci pour cette invitation. Bonjour à toute la Guadeloupe et particulièrement la Lantinois. Et Patrice Nanette, colistier de Renette Julia. Bonjour à tous et bonjour la Lantinois. Comme nous le faisons pour chaque débat, un tirage au sort a donc été réalisé avant cette émission pour savoir qui prendra la parole à l'entame de nos échanges et qui aura le dernier mot. Il revient à José Toribio de commencer. Vous allez d'abord nous dire pourquoi, José Toribio, et je poserai la même question évidemment à vos adversaires, pourquoi vous sollicitez donc les suffrages des électeurs de votre canton et quelle ambition vous anime? Je sollicite les suffrages des Lamantinoises et Lamantinois à l'occasion de cette élection départementale parce qu'il me semble qu'il y a un certain nombre de dossiers, un certain nombre de domaines qui ne sont pas fondamentalement traités. J'ai eu l'occasion par ailleurs de saluer la gestion comptable et financière du département. Mais au-delà des finances, il y a le sens politique qu'on donne aux choses. Et je crois qu'au-delà des compétences classiques que l'on connaît pour l'Assemblée départementale, qui est de dispenser des prestations sociales obligatoires, comme la prestation compensatoire handicapée ou encore l'aide aux personnes âgées, l'allocation personnalisée d'autonomie ou le RSA, sur lequel on reviendra peut-être dans le détail, parce que c'est un manque à gagner pour le département sur son budget, puisque l'État ne respecte pas sa parole, l'État ayant dit à l'époque que tout cela serait remboursé à l'euro près. L'État s'est défaussé sur beaucoup de choses. Aujourd'hui, si on a le problème de l'eau, fondamentalement, c'est parce que l'État n'a pas joué son rôle avant la décentralisation de 1982. Si nous avons des problèmes d'assainissement aujourd'hui, c'est parce que l'État n'a pas joué son rôle avant 1982. Et on a pris des réseaux en déliquescence. Rappelez-vous, avec la présidence de Félix Proto à l'Assemblée régionale, le nombre de lycées qu'il fallait faire pour un peu couvrir le territoire. Bref, cela dit, en dehors de ces compétences auxquelles on rajoute le collège, l'environnement, la culture, les plans d'eau, les routes départementales, il y a du sens à donner à l'action politique. On peut discuter chacun ici de ce que nous voulons pour notre canton. Mais je rappelle que nous sommes aussi des conseillers départementaux de la Guadeloupe. Donc nous devons avoir une vision qui est une vision à long terme, et une vision qui permette de préparer demain. Non pas une gestion au jour le jour, une gestion quotidienne où finalement il y a plus d'intérêts privés qui sont satisfaits que d'ambitions publiques. Et là-dessus, je constate que au plan planétaire, donc la Guadeloupe va être confrontée à 4 défis majeurs. Le défi climatique, le défi démographique, le défi démocratique et le défi alimentaire. Alors, on peut effectivement détailler là-dessus. Moi, je vais m'arrêter pour le moment au défi alimentaire. Nous sommes une société où, sur la balance d'échange commercial, nous exportons 5%, mais nous importons 95%. Quelle est une situation mieux que celle-là pour dire que nous sommes dépendants de l'extérieur? Quel est le meilleur chiffre pour dire que nous sommes, ça ne fait pas plaisir, mais il faut le dire, dans une économie sous-développée. Nous avons tous les stigmates d'une société sous-développée. Superstructuration administrative, chômage et le système d'économie dépendante par rapport au commerce extérieur. C'est exactement ce qui a frappé pendant longtemps tous les pays d'Afrique noire. Et qui viennent nous frapper aujourd'hui de plein fouet. Nous sommes dépendants. Ce qui veut dire, au Conseil général donc, puisqu'on parle de défis alimentaires, et donc qu'on ne produit plus, ça veut dire que le Conseil général et les conseils départementaux doivent bien le comprendre. Aujourd'hui, doivent se lancer dans une politique audacieuse. Je veux dire par là que le Conseil général est le plus grand propriétaire foncier avec plus de 50 000 hectares. Donc ouais. il faut peut-être réorienter l'occupation
du foncier départemental. On en parlera. Jocelyn Sapoti, même question. Si vous permettez, juste pour conclure, Oui. Il faut réorienter et ça pose des problèmes financiers. Voilà. Très bien. Jocelyn Sapoti. Oui, merci pour cette invitation. Comme je le disais, nous sommes candidats. Nous sommes dans le canton de Lamentin. Donc nous avons bien sûr des ambitions pour le canton de Lamentin, mais des ambitions pour la Guadeloupe, puisqu'un conseiller départemental, il défend bien sûr les intérêts de son canton. Et c'est ce que nous avons fait pendant effectivement 6 ans, Liliane Maximin Bajazé et moi-même, que je remercie d'ailleurs pour son bilan qu'elle a publié, qui est un très bon bilan, puisqu'elle était en charge bien sûr de l'action sociale et de l'insertion sociale. Donc poursuivre le travail que nous avons commencé dans l'intérêt du canton, mais aussi participer, bien sûr, à une politique que Josette Boilin-Certain a commencé, mais qu'il faut, à mon avis, renforcer en matière, je pourrais dire, d'action sociale, mais une action sociale dont c'est le cœur, la responsabilité même du département, plus vers la dignité de l'homme, intégrer l'homme dans la société pour retrouver sa dignité, pas seulement par des allocations, mais par le fait qu'on puisse insérer l'homme totalement, professionnellement, socialement parlant, donc, et faire de la politique réellement à ce niveau-là. Et il y a des pistes, il y a des choses que je souhaite développer à ce niveau-là. Deuxièmement, parce que contrairement à ce qu'on pense, le conseil départemental, c'est quand même un investisseur, 103 millions d'euros qu'on investit par an. Budget d'investissement, ce n'est pas rien. Et ça, c'est que le budget primitif, je ne parle pas du budget supplémentaire. Ensuite, intervenir sur des infrastructures qui sont des infrastructures comme par exemple pour la pêche, les ports de pêche, les routes, les petits aéroports bien sûr concernant la Désirade, concernant Marie-Galante, les Saintes, etc., où ça fait partie de l'organisation du territoire. Le conseil départemental intervient aussi de par ces actions-là dans le domaine économique. Et là, bien sûr, l'agriculture, ou l'installation de jeunes agriculteurs, l'orientation qu'on peut donner à l'agriculture, même si on n'en a pas la compétence, mais du fait qu'on soit propriétaire foncier, on peut intervenir et donner l'orientation. L'eau, et je ne parle pas que de l'eau potable, mais je parle aussi de l'eau agricole. Aujourd'hui, si effectivement il y a une action forte à mener dans le nord Basse-Terre, c'est principalement sur la question de l'alimentation des agriculteurs en eau agricole, où là, le conseil départemental a un rôle fondamental à jouer avec, bien sûr, la construction de réseaux et le barrage de Germiac. Donc, il y a effectivement tout un programme à ce niveau-là que nous voulons continuer à mener et à mettre en œuvre, en plus des actions que nous avons mises en œuvre envers la population pour le territoire de Lamentin, mais aussi pour le territoire de la Guadeloupe. Merci à vous. Patrice Nanette, donc pourquoi vous sollicitez les suffrages des électeurs du canton de Lamentin? Eh bien, pourquoi nous sollicitons mon binôme et moi, Renette Julliard, les suffrages des Lamentinois? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que nous avons constaté qu'il y a au Lamentin beaucoup de Lamentinois qui souffrent en ce moment. Et j'ai pour dire qu'avec la Covid-19, rien n'a été arrangé. Il y a une misère qui n'est pas locale, qui n'est pas nationale, mais qui est internationale. Toutes les télévisions, les radios en parlent. Et effectivement, la présidente du conseil départemental avait dit dernièrement, en un mois, ils ont reçu 1 millier de demandes pour le RSA. Ouais. Donc, s'il y a 1 millier de demandes, c'est qu'il y a des gens en souffrance. Et beaucoup de personnes oublient que le RSA, beaucoup de personnes dépendent du RSA, mais beaucoup de familles. Ça peut être des couples avec des enfants, des femmes seules avec des enfants, et aussi des hommes seuls avec des enfants et des jeunes qui bénéficient de ce RSA. Donc, répondre aux attentes aussi des personnes en situation d'handicap. Là, effectivement, nous avons constaté et nous entendons partout qu'il y a des dossiers qui attendent 1 an avant d'être instruits. Je dis qu'il y a un problème. S'il y a un problème, c'est qu'il faut améliorer l'existant. Pour quelle raison? Et là, descendre au conseil départemental, demander pour quelle raison la MDPH prend du temps. S'il manque du personnel, il faut fournir le personnel. Donc,
plusieurs raisons à cela, et aussi une vision pour la Guadeloupe. La Guadeloupe, nous avons parlé, et mes adversaires en ont parlé, des terres agricoles. Là encore, moi qui suis issu du lycée agricole, il y a plus de 30 ans, on disait qu'il fallait attendre énormément de temps pour avoir des terres agricoles. Là encore, des jeunes agriculteurs souffrent parce qu'ils n'ont pas, on ne peut pas satisfaire leurs demandes tout de suite. Monsieur Toribio l'a dit, le conseil départemental est le plus gros propriétaire foncier. Donc aujourd'hui, accélérer les demandes. Et aussi les artistes. Il faudrait oublier les artistes parce que là, les artistes ont été mis de côté et peut-être plus tard, nous allons en parler. La politique culturelle, nous l'évoquerons effectivement. Que dire à présent, messieurs, du bilan de l'action départementale à l'échelle du canton? José Toribio. Comptablement satisfaisant, politiquement inconsistant. Oui, J'en ai parlé tout à l'heure. Oui, mais sur le Lamentin. Sur le Lamentin, le bilan du Conseil général, c'est rien. C'est rien. Le bilan du Conseil général, le Conseil général a consacré le Conseil départemental, pardon, a consacré au canton du Lamentin 5 285 000 euros sur les 6 dernières années. Point. Or, la mandature précédente, c'est 30 millions qui ont été consacrés par le Conseil général au canton du Lamentin, soit aux environs de 1 800 euros par habitant. Donc, ça fait 6 fois plus. Mais quand je dis 6 fois plus, je me trompe. Parce que tant qu'on s'en souvienne, la dernière mandature avant la vôtre, c'était la mandature 2011 à 2015. C'est bien ça. Vous vous en rappelez? Oui. C'était le moment où vous avez fait alliance avec Mme Julliard. C'est factuel. Jamais fait alliance avec Mme Julliard. Ah bon, c'est parce que je sais. Non, enfin, bon, jamais. C'est parce que je sais. Mais enfin, il me semble que nuitamment, vous avez passé un accord. Jamais. À Vonche. Non, jamais. Bon. Jamais. C'est peut-être pour ça qu'elle est. C'est peut-être pour ça que. Avec Mme Julliard. C'est peut-être pour ça qu'elle est furieuse avec vous. Non, Bon, non, bon. Je peux parler d'autre chose concernant Mme Julliard, que j'ai trouvé à la mairie de la Matin sur votre accord du deuxième tour. Revenons aux élections municipales. Revenons, si vous voulez, à la question qui m'est posée. C'est vous qui avez... Oui, mais... Non, mais il choque moins. Non, mais il n'y a pas de problème, il peut y aller. Hein. Moi, je suis prêt à répondre à tout. Ah non, mais bon. Mme Julliard n'enlève pas une plainte pour rien. Hein. Alors, je disais, donc, sur cette question poursuivez, du bilan du budget, le bilan du budget, je disais que c'était 5 fois plus, mais la mandature étant réduite de 4 ans, en fait, c'est 9 fois plus que l'exercice actuel, la dernière mandature. Voilà, le résultat est là, il est flagrant. C'est inconsistant pour le Conseil général que ces interventions au Lamentin sur les 6 dernières années. Alors qu'auparavant, il y avait beaucoup plus de choses. Très bien. Donc, pour vous, le compte n'y est pas. Jocelyn Sapoti. Alors, oui, j'entends M. Toribio. Je lui ai dit, sois un factuel. 30 millions, c'était pour faire quoi? On a vu quoi? Monsieur, mais attendez, laissez-moi parler, laissez-moi parler. Moi, je serai factuel, je vais vous dire. Pendant ces 6 années à Lamentin, je veux parler du bilan du conseil, des conseillers départementaux. Nous avons fait un travail formidable pour la jeunesse lamantinoise, dans un premier temps. On s'était engagé à faire revenir la mission locale à Lamentin. 18 ans, M. Toribio restait conseiller départemental, lui. À Lamentin, il n'y avait pas une structure accompagnée par le conseil départemental pour servir la jeunesse. Nous avons fait revenir la mission locale à Lamentin. 400 jeunes que nous accompagnons par an. Par an. 400 jeunes que nous accompagnons par an. Deuxièmement, nous avons créé, avec l'aide du conseil départemental, la première association d'insertion professionnelle et d'insertion sociale à Lamentin. C'était ma première mandature, moi, en tant que conseiller départemental. Jeunesse lamantinoise en action, qui aujourd'hui embauche sur l'ensemble de la Guadeloupe plus d'une centaine de jeunes. Et à Lamentin, plus d'une vingtaine de jeunes. Et ça, depuis 5 ans. Ça, c'est du concret. Nous avons réalisé, bien sûr, des trottoirs. Nous avons réalisé le confortement des rives de la rivière de Lamentin. Nous avons réalisé à Vincent la sécurisation de 8 maisons qui allaient s'écrouler, qui sont sous la départementale, grâce au mur de soutènement que nous avons réalisé. Nous avons réalisé des trottoirs aussi à Vincent pour sécuriser Vincent.
Et ça, ce sont des actions propres du conseil départemental. Je ne parle même pas des actions que le conseil départemental a pu mener avec le maire, où le maire, lui, il a été porteur de projet, donc maître d'ouvrage, ou le plateau sportif de Blachon, qui a été cité comme étant un plateau sportif exemplaire pour les jeunes scolarisés. C'est l'action du maire, mais avec le concours du conseil départemental. Et d'autres actions. La classification en zone, en espace naturel sensible d'une partie, bien sûr, du bourg de Lamentin, le parc de la Verdure, avec un programme en tant que petite ville de demain pour pouvoir aménager, continuer à aménager, puisque nous avons déjà commencé l'aménagement de cet espace-là. L'entrée du bourg par Borel, par Borel que nous allons continuer à aménager dans le cadre bien sûr d'une action Petite Ville de demain et le conseil départemental. L'entrée par Bréfort que nous avons sécurisé et que nous avons bien sûr embelli aussi. Non, c'est palpable, c'est concret. C'est réel ce que nous avons pu faire. Aujourd'hui, je peux dire à M. Toribio, si on veut parler comme ça, il est resté 18 ans conseiller départemental, ce n'est pas visible. Il me parle de chiffres. Ces chiffres représentent quoi exactement? Les associations que nous avons, ça c'est pas visible, mais ça, les associations que nous avons accompagnées, 70 000 € pour divers types d'associations, associations sportives. J'ai entendu qu'il a beaucoup parlé effectivement dernièrement en parlant d'une association qui était une association parmi les associations, mais je lui dis Agiela, c'est une association lamantinoise et les salaires sont payés grâce à la diète, mais grâce aussi au conseil départemental. Je vais encore lui parler d'autres associations, des associations en matière, bien sûr, d'aide pour accompagner les personnes âgées. Et nous en avons 3 à Lamentin. Une seule association dont j'ai été membre créateur. Aujourd'hui, 40 emplois. 40 emplois à Lamentin. Et les salaires sont payés en partie par le conseil départemental. Plus 2 autres structures de la même nature à Lamentin qui s'occupent des personnes âgées, des personnes en situation de handicap. Ça fait plus de 70 emplois en tout. Et ça grâce, bien sûr, à notre accompagnement et au conseil départemental. Donc, et ça fait pendant la période où je suis conseiller départemental. Ça, c'est palpable, c'est concret. Et grâce aussi à l'action forte de Mme Liliane Maxime Barjazé en matière d'insertion, en matière de social. Parfait. Patrice Nanette, c'est à votre tour de nous dire ce que vous pensez du bilan de la mandature écoulée dans ce canton du Lamentin. Alors, je viens d'entendre le conseiller départemental sortant parler de pas mal de choses. Je me demande s'il vit réellement au Lamentin. Il a parlé de conforter Bréfort. Je suis désolé, mais le soir, lorsque nous passons à Bréfort, l'éclairage public est inexistant. Et avec l'insécurité aujourd'hui, on ne peut pas. Et c'est une route départementale. Il a parlé de plateau sportif. Alors, tous les Lamentinois le savent, le plateau sportif est inexistant. À côté du gymnase, un gymnase qui coule, que les employés municipaux sont obligés d'acheter des cadenas de leur poche pour fermer le gymnase. Et ont déjà demandé le plateau sportif des jeunes qui est inexistant parce que des jeunes entrent le week-end s'amuser, cassent des bouteilles et ce sont les employés municipaux qui sont obligés de nettoyer avant que les écoles utilisent ce qu'on pourrait appeler ce qui pourrait exister un plateau sportif. Je dis quelque chose, lorsqu'on fait des annonces comme ça, il faut que les faits suivent. Je prends un exemple, le bas du bourg. Lorsqu'il y a la pluie, il y a des remontées d'eau et des remontées de matière fécale chez l'habitant. Je suis désolé, en tant que conseiller départemental, j'ai vu qu'on a refait les routes, mais pour cela, est-ce que c'est refaire les routes? Mais il faut s'occuper de l'assainissement. Il faut draguer la rivière. Parce que je rappelle, quand Mme Rinette Julliard était maire du Lamentin, régulièrement, elle draguait la rivière et la population n'avait pas ce problème d'inondation en bas du bourg. Qui est interdit par la loi. Non, ce n'est pas interdit par la loi, monsieur. Et vous n'allez pas me le dire parce que moi, je connais au niveau d'environnement et d'agriculture, parce que je suis issu, ce n'est pas interdit par la loi. Parce que la loi, monsieur. je vous invite à voir, lorsque la Boucan, le pont de la Boucan, la rivière montait, inondait, eh bien, qu'est-ce qui a été fait? Il y a eu dragage de cette rivière dans les normes et maintenant, il n'y a presque plus d'inondation la Boucan. Donc, ce que je veux dire, c'est que être conseiller départemental, c'est
de la proximité. Et aujourd'hui, beaucoup de Lamentinois se plaignent par rapport à des rendez-vous qui ne sont pas honorés, soit pour voir le maire, soit pour voir le conseiller départemental. Et lorsqu'ils font des demandes, par exemple, pour améliorer leur vie, améliorer leur habitat, il y a des lettres de non-recevoir. Je ne vais pas les citer là parce qu'on ne m'a pas donné l'autorisation de... Alors, la mairie qui dit qu'ils ne peuvent pas instruire, mais il y a un conseiller départemental. Ces dossiers devaient être dans les mains des conseillers départementaux pour que les conseillers départementaux puissent instruire ces dossiers. Eh bien, le problème, c'est qu'il y a effectivement beaucoup de personnes en souffrance. Donc, le bilan du département, c'est bien. J'ai entendu effectivement un bon budget, mais je me demande... Oui, lorsque nous allons arriver, nous trouverons effectivement de l'argent pour effectivement instruire certains dossiers. Mais dans l'existant, est-ce que les Lamentinois, ou peut-être une certaine partie de la population, peut-être qui ont des intérêts ou autres, qui bénéficient de ces aides, mais pas toute la population. Je rappelle qu'en politique, le politique, à part ce qu'on peut appeler les campagnes électorales, le politique, lorsqu'il est élu, il doit s'occuper de la cité, il doit s'occuper de la ville, il doit s'occuper des affaires, mais pour toute la population, et il ne devrait pas y avoir de parti pris. Très bien. Alors, je dirais à M. Nanette, il faut faire attention quand vous êtes en télévision et que vous dites des choses. Surtout avec moi. M. Nanette, vous avez dit que le plateau sportif n'existe pas. Je vais prendre la partie que vous avez dit et je vais mettre à côté la photo du plateau sportif pour que tous les Lamentinois voient le plateau sportif que vous avez dit qui n'existe pas. Et là, ils vont le voir. Donc, quand vous dites des choses, rassurez-vous de ce que vous dites. Ah, de toute manière, ensuite, je connais les règles de la télévision et de la radio. Donc mais rassurez-vous de ce que vous dites. Vous venez de dire que le plateau sportif n'existe pas, donc je mettrai à côté de vos paroles le plateau sportif. Avec tous les financeurs qui ont participé, dont le conseil départemental. Ensuite, concernant effectivement les remontées d'eau qu'il y a à l'entrée du bourg, c'est parce que la RHI, qui n'est pas de la compétence du conseil départemental, c'est parce qu'il y a là du raccordement qui n'est pas un raccordement au réseau, mais qui est du non collectif pour certaines personnes là, et que cette RHI, eh bien, devait être réalisée sous la mandature de Mme Julia quand elle était maire, RHI qui n'a jamais été réalisée, et aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau plan pour pouvoir régler ce problème-là. Et ce nouveau plan, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le programme Petite Ville de demain. Et dans le cadre du programme Petite Ville de demain, nous sommes accompagnés pendant 6 ans par l'État, pendant 6 ans, je dis bien par l'État, de façon à régler les problèmes de cette entrée de Lamentin, qui est l'entrée par Borel, et de régler le problème de l'habitat insalubre qu'il y a aujourd'hui à Borel, et de régler tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui à l'entrée de Lamentin de par du côté de Borel. Parce que le boulot qui devait être fait, où il y a eu de l'argent voté à l'époque pour faire la RHI qui n'a jamais été faite. Voilà. Très bien. Je vous propose de passer à présent au dossier de... Oui, des choses je vous en prie. graves qui ont été dites. M. Sapoti veut faire croire à la population lamentinoise, il veut faire passer des vessies pour des lanternes. Moi, j'ai le bilan fourni par les services du Conseil général sur les 6 dernières années, et il y a 5 282 000 euros, premièrement, 282 798 pour l'ensemble des 6 ans, sur lequel il y a, sont compris des crédits pour les bâtiments administratifs, c'est-à-dire le CLAS du Lamentin de compétences départementales, le collège appel 18 juin de compétences départementales. Le Conseil général est obligé de travailler sur ces deux choses-là. Sur les routes départementales également, le Conseil général est obligé de travailler là-dessus. Il n'y a pas de conquête du conseil départemental ici, quel qu'il soit. J'étais président de la commission sur les routes, M. Toribio. C'est mon travail. Le président de la commission. La présidence n'a guère servi parce qu'il y a beaucoup de trous dans les routes départementales. Pas les routes départementales. Pour le moment. Ah, vous vous trompez, hein? Bon, s'il vous plaît, je ne vous ai pas interrompu. Respectez votre demande vis-à-vis de moi. Bon, alors, ça, il n'y a pas de conquête là-dessus.
Il parle d'association, mais il faut arrêter. Il y a une seule association, la Mantinoise, qui a une subvention. C'est le Céréal, qui est une association amie de M. Sapoti. AJLA n'est pas une association, la Mantinoise. Attendez, je viens là-dessus aussi. Donc Céréal, qui est une association présidée, animée par l'un des amis politiques de M. Sapoti, qui était conseiller municipal, qui l'a d'ailleurs embauché. Alors, le problème pour le débat, monsieur... de toute façon, c'est un débat, hein. M. Sapoti a l'opportunité de répondre. Le problème pour le débat, non, mais je l'explique, c'est que le Lamentin est à la même limite canton et commune, alors forcément, on sera amené, qui M. Sapoti, qui vous, qui moi, à parler de temps en temps, c'est le même territoire, de choses communales également. Alors moi, j'ai la liste des associations qui ont eu des subventions de 2008 à 2014. Hein, Carudget, Grand Prix cycliste international SC Vétiver, USL, Céréales pour les 20 km, Evolucas, Arts martiaux, Céréales, ASC Vétiver, la ville pour les opérations, etc. 80 000 €. Et là, on a 3 000 €. Alors, qui dit mieux? Il faut arrêter. 70 000 €, monsieur Toribio. 70 000 € parce que vous avez la GILA, qui est une association tout à fait nouvelle. On ne sait pas d'où ça sort. La GILA n'est pas dans les 70 000 €. C'est une association tout à fait... C'est des centaines de milliers d'euros. Association, vous êtes habitué du fait d'interrompre les gens, soyez au moins un peu correct cette fois-ci. Et donc, c'est une association tout à fait nouvelle, ex nihilo, qui sort du chapeau, qui est animée par l'un de vos amis, comme par hasard. Bon, alors on parle d'insertion, mais si la mission de l'insertion n'était pas Lamentin, pourquoi? Mais c'était une volonté politique. C'était une volonté politique parce que, à l'époque, nous jugions que la maison de l'insertion, quelle que soit la qualité du travail, excellentissime, réalisée par les agents du département. Au contraire, je profite pour saluer le travail des agents départementaux, qu'on n'entend jamais, mais qui travaillent, qui bossent, comme on dit. Eh bien, la mission n'arrivait pas à créer des emplois et donc les jeunes allaient de stage d'insertion à stage d'insertion. Or, c'est bien l'une des propositions que je vais faire au Conseil général, après les élections, c'est que la politique d'insertion soit professionnelle, qui est d'une certaine manière la compétence du département, ne soit pas une politique d'insertion sociale et professionnelle, qui soit limitée uniquement comme ça l'est aujourd'hui, mais de coupler les efforts du Conseil général avec les efforts du Conseil régional, de telle manière que lorsque les gens rentrent en formation d'insertion sociale, déjà on connaisse en amont leurs besoins et qu'automatiquement la région puisse prévoir des crédits pour la formation de coopératives où ces gens-là pourront finalement avoir un parcours réel d'insertion professionnelle. On parle beaucoup d'économie sociale, tout le monde en parle, personne n'en fait. Moi je sais comment il faut faire. Bon, voilà. Alors là-dessus, non, attendez, permettez, hein, sur l'insertion c'est très important. Et donc, j'ai déjà fait une proposition. Je n'avais pas fini l'autre sur l'alimentation tout à l'heure, mais j'ai fini là-dessus. Bon, moi, je suis d'accord sur le fait qu'il y ait un contrat avec l'État. Hein, je l'ai voté. Sauf que l'État n'aide pas autant que ça. L'État n'aide qu'à concurrence de 75% du montant du salaire du chef de projet. Mais derrière, quand on va identifier les projets, est-ce que l'État s'est engagé à financer? Non, il va falloir recommencer la lutte de ce point de vue-là. Donc on ne peut pas en tirer gloriole là-dessus. Hein, donc le bilan des routes départementales, on le connaît. Hein, bon, voilà. Et puis c'est vrai que c'est ça la préoccupation que tout le monde devrait avoir. Aujourd'hui, chaque fois que vous rencontrez 5 personnes en Guadeloupe, il y en a une qui est en dessous du seuil de pauvreté. Donc grosso modo 400 000 habitants, ça fait 100 000 personnes qui sont en dessus du seuil de pauvreté. 25%, à peu près 25%, donc ça fait 100 000 personnes. Voilà, il faut travailler sur l'insertion. Et en même temps, je veux parler tout à l'heure du défi démographique. J'espère que vous allez me laisser le temps d'en parler. Tâcherons en tout cas de répartir la parole de manière équitable et dynamique. Jocelyn Sapoti... Attendez. Non, mais c'est pour ne pas revenir sur le sujet. Non, mais vous allez revenir. Si vous voulez, il y a une dernière commission, l'une des dernières commissions permanentes du Conseil général le jeudi 5 mars.
je vois des subventions attribuées à des associations d'insertion de l'enfance, des associations alimentaires. Je vois des subventions accordées pour la culture, je n'y vois pas le nom du Lamentin. Je vois des subventions accordées pour l'enseignement artistique et sportif. Je vois des subventions accordées pour la mise en œuvre de chantiers d'insertion de la Verte Vallée. Je vois des subventions pour une entreprise qui s'appelle Auto-École Sociale et Solidaire. Je vois des subventions pour la coiffure, un atelier social et solidaire en matière d'insertion. Je ne vois pas la commune du Lamentin. Je vois... Bien, José Toribio. J'achève, monsieur. Bah, écoutez, mais non, on a... Non, très bien. Vous avez fait votre démonstration. José Sapoti va pouvoir vous répondre, s'il vous plaît. Non, monsieur Toribio parle sinon d'une réunion. Bon, d'accord, on va arrêter avec ça. C'est le PV du Conseil général. Une réunion. C'est les dernières... Une réunion, on va s'arrêter. C'est là où on fait le maximum de choses. C'est là où on fait le maximum de choses électorales. Merci José Toribio. Laissez parler Monsieur Sapoti. Vous n'avez même pas proposé des choses électorales. Monsieur Toribio. J'en ai fini. Ouais, je peux parler s'il vous plaît. Merci à vous. Merci. Oui, allez-y. Merci. Moi, je parle de choses palpables et concrètes et les gens ont vu et je vais publier aussi avec des photos et les gens ont la preuve concrète de ce que nous avons fait. Ensuite, je veux dire, il y a des défis pour l'avenir, c'est ça qui nous intéresse. Nous, en matière d'insertion, on a fait une première étape. On a dit qu'on fait revenir la mission locale à Lamentin. C'est chose faite. Maintenant, nous voulons aller plus loin. Cette deuxième mandature, c'est de créer la maison de l'insertion. La maison de l'insertion, c'est de réunir dans un seul lieu à la fois la compétence du conseil départemental, à travers la mission, effectivement, qui est déjà chez nous, la mission locale. Ensuite, deuxièmement, nous avons, nous, de services municipaux, qui sont des services qui participent aussi à l'action sociale et à l'insertion sociale et professionnelle. Et nous venons de signer une convention avec Pôle emploi. Ça, c'est le maire. Cette convention avec Pôle emploi nous permet effectivement de converger nos forces. Donc, à la fois Pôle emploi, l'État, le département de notre côté et nous-mêmes, mairie, et créer dans un seul lieu qui sera la maison de l'insertion. Donc nous sommes pour parler aujourd'hui avec la SIG, c'est quelque chose qui va être réglé dans quelques mois d'ici la fin de l'année et nous allons pouvoir offrir aux jeunes Lamentinois un guichet unique, un lieu unique pour la question de l'insertion. Ça c'est fondamental pour nous. Ensuite, ce qui concerne les personnes âgées, les personnes en situation de handicap que nous voulons sortir de l'isolement et que nous voulons accompagner. Et ça va au-delà de Lamentin. C'est la réflexion politique qu'il faut mener sur l'action même du conseil départemental. Il y a de nouveaux métiers qui apparaissent dans ce secteur où effectivement il y a un soutien à ces personnes-là et il y a des nouveaux métiers qui apparaissent. Ces nouveaux métiers exigent un professionnalisme de plus en plus fort. Et le conseil départemental devrait, à mon avis et à notre avis, aller au-delà de ce qui est et qui existe comme accompagnement envers ces métiers-là. Donc une professionnalisation de plus en plus forte de ce type de métier tourné vers les personnes en difficulté et faire en sorte effectivement que ces accompagnants-là, que ces gens-là soient dans un plan de carrière que le conseil départemental devrait contractualiser avec les associations et avec les professionnels qui sont dans ce domaine d'activité. Voilà, ça c'est quelques exemples que je vous donne. Ce qui est très précis et très clair pour nous, c'est que la politique départementale aujourd'hui doit aller au-delà du fait d'être un simple guichet payeur en ce qui concerne l'action sociale, mais une vraie, je pourrais dire, dynamique à ce niveau-là, pour que l'action sociale ne soit pas seulement là pour donner des allocations, mais pour permettre que l'on puisse à la fois entrer dans des métiers qui sont des métiers nouveaux en matière d'économie sociale et solidaire, mais qu'il y ait des plans de carrière pour les gens qui sont dans ces métiers-là et qu'il y ait surtout aujourd'hui une capacité pour le conseil départemental de récupérer les moyens financiers, de pouvoir le faire et comment le faire. Eh bien, c'est faire en sorte que l'État il remplisse ses responsabilités et ses obligations vis-à-vis du RSA et que nous ne soyons pas là à payer à la place de l'État ce qui se fait chaque année où nous avons 65 millions d'euros, voire des fois même 75 millions d'euros que nous déboursons à la place de l'État. Imaginez que ces 65 millions d'euros
on les mettait à la disposition de l'insertion professionnelle et de l'insertion sociale pour les Guadeloupéens au lieu de payer à la place de l'État. C'est ce qu'il va falloir faire. Très bien. Patrice Nanette, vos propositions en matière d'insertion. On parle beaucoup d'insertion. Alors, oui, avant de parler de mes propositions au niveau de l'insertion, j'aime beaucoup les effets d'annonce. Mais M. Toribio a des écrits, alors je ne comprends pas comment j'entends des effets d'annonce et on ne voit pas. Et avec les écrits, c'est pas ce qui est dit. Donc, je pense qu'il faudrait un peu respecter la population guadeloupéenne, mais aussi la mantinoise. La deuxième chose, c'est la deuxième fois que j'entends M. Saboti dire que le conseil départemental n'est pas un guichet payeur. Je pense qu'il faut respecter la population et la misère de la population. C'est vrai que l'État doit reprendre cette compétence, mais pour l'instant, l'État ne l'a pas encore reprise. Donc, il faudrait effectivement continuer à s'occuper des personnes qui touchent le RSA et respecter dans certaines phrases, certaines expressions, certains mots. Non, non, je ne déforme pas vos propos, vous l'avez dit. Oui, tout le monde est témoin. Non, j'ai dit qu'il faut, oui, dans une non, je n'ai jamais dit ça. Dans une radio concurrente, M. Sapoti a dit qu'il faudrait arrêter que le conseil départemental soit un guichet payeur. Eh bien oui, ça veut pas dire qu'il faut arrêter de payer, ça veut dire qu'il faut l'État payer. Je n'ai jamais dit que vous n'avez pas dit, mais je dis il faudrait respecter un peu la population. Mais ne déformez pas. Non, je ne déforme pas. Je ne déforme pas. Monsieur Sapoti, vous êtes un loup déguisé en agneau. D'accord, nous connaissons vos expressions. Pas de démagogie avec moi. Voilà. La deuxième chose, concernant l'insertion, ça a été un échec un peu, je pense, des assemblées départementales et au niveau de la formation régionale. Je pense que les efforts n'ont pas été assez ambitieux à ce niveau-là. L'insertion, d'accord, tourner par l'insertion, orienter nos jeunes vers les métiers d'avenir dans l'insertion. Nous avons parlé aussi de la population. Nous sommes le département bientôt qui sera le plus vieillissant de France. Donc effectivement, il y a des métiers. Et ces métiers-là, il faudrait accentuer au niveau de la formation pour que ceux qui sont au chômage, ceux qui bénéficient du RSA, par exemple, puissent accéder à ces métiers. Mais pour cela, il faudrait effectivement une plus large atteinte au niveau de la population à ce niveau-là. Deuxièmement, les personnes en situation d'handicap. Les personnes en situation d'handicap qui touchent la PA, d'accord, mais aussi qui ont besoin de personnel, de personnes pour les aider soit dans le ménage, faire le repas, mais aussi certains qui peuvent dormir avec les personnes âgées, les personnes en situation d'handicap. Donc, accentuer dessus. Et je pense qu'il faudrait peut-être aller plus loin à ce niveau-là, parce que être encore plus ambitieux, et je pense qu'il faudrait arrêter les effets d'annonce, mais aller concrétiser ces projets et aller plus en profondeur. Bon, j'entends bien la mission locale est revenue au Lamentin, d'accord, la mission locale est revenue au Lamentin, ok. J'entends dire que certains jeunes ont bénéficié des aides de la mission locale, d'accord. Mais est-ce que, sur le terrain, nous voyons ces choses se concrétiser? Je ne sais pas. Très bien. Sur le dossier de l'eau, messieurs, le département doit en faire davantage. José Toribio. Je voulais finir sur certaines choses que... Décidément, hein. Ah oui, mais écoutez, on ne peut pas laisser mais très rapidement, et après on aborde le dossier de dire l'eau. Un certain nombre de choses et qu'on ne puisse pas répondre. En plus, comme c'est un spécialiste de la communication, M. Sapoti nous bat à plat de couture tous les deux. C'est un spécialiste de la communication, mariant les erreurs et les mensonges à satiété. Alors, sur le problème des dépenses du Conseil général, vous savez qu'on verse la part, la prestation compensatoire handicapée, le RSA, qui pèse lourd. Alors, le reste à charge n'est pas de 65 millions. Hein, en dehors, une fois que l'État a payé sa contribution, le reste à charge n'est pas à 65 millions, le reste à charge est de 910 millions.
Pas par année, M. Toribio. Non, c'est impossible. Non. Sur plusieurs années, de 2015 à 2020. Oui, mais on ne parle pas de la même chose. Mais divisé par 5, c'est pas 65 millions. Divisé par 5, c'est pas 65 millions. Ça représente déjà 180 millions par an. Non, c'est 65 à 75 millions par an, ça dépend des années. Je suis désolé, et je vous le dis, je n'ai aucun document devant moi, mais j'ai tout dans ma tête. Moi, j'ai les documents du Conseil général. Oui. D'accord? Bon, on peut leur faire confiance quand même. Bon. Est-ce qu'on peut aborder le dossier de l'eau et donc là-dessus... Qui est important pour les Guadeloupéens. Il faut que le département ait le courage de dire à l'État, ça suffit, on prend de l'argent sur l'argent des contribuables guadeloupéens. Ah non, M. Nanette, ne s'occupez pas votre tête, hein, parce que vous avez dit tout à l'heure là que... mais laissez-moi finir. Ayez de la correction. Ayez de la correction. Non, je vous taquine. Parce que je l'ai dit, vous avez le droit de reprocher de le dire. Ça, c'est autre chose. C'est la même chose. J'ai parlé de l'expression. C'est la même chose. J'ai parlé de l'expression. Laissez M. Toribio parler. Les mimiques sont observées. Exactement. José Toribio, vous enlevez tout ça. concluez sur ce point. Voilà. Dans tout ça, vous ne décomptez pas sur mon temps, sur le temps de M. Sapati. Vous êtes décompté individuellement. Et donc, ça empêche cet argent-là, on ne l'a pas. On ne l'a pas, donc il faut que la compensation puisse venir. Parce que l'État, quand l'État a pris ses engagements avec nous, l'État nous a dit on va vous rembourser à l'euro près. Donc il faut qu'on fasse pression sur l'État. Il y a plusieurs départements déjà qui ont dit on remet la compétence à l'État. C'est une menace forte, parce que l'État est incapable de pouvoir gérer ça. Donc il faudra bien compenser le département là-dessus, parce que 910 millions, vous vous rendez compte des investissements que le Conseil général pourrait faire. Hein, malgré les 100, non pas les 100 millions, mais les 156 millions d'investissements que le département fait au BP. Et non, ça c'est BP et BS, voilà. 335 millions. Exactement. 335 On peut clore ce chapitre. Allez-y, terminez rapidement. 335 millions sur un total de budgétaire de 1 milliard 112 millions d'euros. Hein, je connais parfaitement les dossiers du Conseil général. Voilà. Mais moi, je souhaiterais... vous savez, avec ma colistière Kelly Vercautrin, on souhaite parler des défis. C'est important. Oui. Ce Parfait. qui est fait, d'accord, on va juger les responsabilités des uns et des autres, mais les défis sont importants qu'on puisse en parler. Alors, vous parlez de l'État. Est-ce que la même exigence doit être attendue pour le dossier de l'eau? Alors, pour le dossier de l'eau, je veux dire... Posez la question différemment. Je veux dire deux choses. J'ai été président de la commission agriculture, affaires foncières du département, et qui s'occupait de l'eau également. Le département a fait beaucoup de choses. Hein, il est même advenu à Madame Josette Borel-Certain, pour qui j'ai une déférente amitié, d'inaugurer des choses qui avaient été lancées lorsque j'étais là et sous la présidence de Jacques Gillot. Bon, ce qu'elle a dit, tout à fait honnêtement, de ce point de vue-là. Donc le Conseil a fait beaucoup, hein, à Saint-François, au Moule, au Lamentin, etc., etc. Donc, le Conseil général a fait pour sa part. Et si on considère que l'eau, maintenant, c'est un élément de, non pas seulement social, d'hygiène, mais aussi de développement, là, la région doit intervenir. Là aussi, il y a des effets d'annonce. Il y a tant de millions. L'État donne tant de millions. En réalité, rien ne se fait. Tout ça parce qu'il y a un combat permanent au sein des élus politiciens. J'ai bien dit politiciens. Il y a un débat, un combat permanent pour savoir s'il faut un syndicat mixte ouvert, s'il faut une agence, s'il faut ci, s'il faut ça. Tout ça sous couvert de lutte intestine pour savoir qui va contrôler la question de l'eau et la manne financière que cela apporte. Et je trouve absolument scandaleux, vexant, humiliant que ce soit une loi qui vienne décider pour nous, en Guadeloupe, de ce que nous devons, comment nous devons appréhender le problème de l'eau. Et je dis à l'un des candidats qui a voté cette loi-là, qu'il n'est pas digne d'être président de la région. Lorsqu'on vote ce type de loi, on remet à l'État les compétences du pays. C'est grave. Moi, je suis socialiste. Hein. Je suis pour la décentralisation. Je ne suis pas pour le mouvement
subtil et hypocrite de l'État en ce moment, qui est en train de reprendre du pouvoir sur la décentralisation et qui va, au contraire, déconcentrer en direction du préfet et services préfectoraux pour mieux contrôler les collectivités locales. La loi dont on ne parle pas, la loi des 4D, décentralisation, différenciation, décomplexification, etc., elle est grave. J'entends personne parler de ça, et notamment par rapport au pouvoir de la région, aux élections régionales. J'entends personne parler de ça pour le Conseil général. Voilà, ça, tout ça, c'est des défis. Je dis, bon, à la limite, je voudrais dire, bon, laissez-moi avec M. Sapoti, on va régler le problème de la Mantinois en d'autres temps sur d'autres lieux. Il sera vite fait d'ailleurs. Mais les enjeux, je crois que c'est ce qui nous intéresse demain pour que la population sache où nous allons, qu'est-ce qu'on propose. Très bien. Patrice Nanette, sur le dossier de l'eau. Alors, vous savez, en regardant les informations, je vois comme par hasard que les langues se délient pour cette affaire d'eau. Donc, si vous suivez l'actualité comme moi. Et j'ai l'impression que nous sommes dans un pitacoque où effectivement il y a des combats de coq, à savoir qui est-ce qui va faire, qui est-ce qui va payer, qui est-ce qui, et rien n'avance. La population souffre toujours. OK? La population souffre toujours. Donc je pense que les politiques doivent aujourd'hui prendre leurs responsabilités, faire la demande à l'État, mais en attendant que l'État fasse, il faudrait mettre les moyens pour améliorer. Je prends un exemple. Si depuis le problème de l'eau existait, on mettait à peu près, disons, je prends un chiffre, 50 millions par année pour refaire les canalisations, aujourd'hui, la population souffrirait moins de cette histoire d'eau, de ce manque d'eau. Madame Julliard, qui est mon binôme, avait déjà anticipé, parce qu'arrivée en 2001 aux affaires, en 2002, elle a fait construire un surpresseur au niveau de Ravenschaud, et aujourd'hui... Aujourd'hui, d'accord, il n'y a pas de souci. Si vous voulez vous attribuer, il n'y a pas de souci. Non, elle a fini les travaux. D'accord. Remettant à César ce qui appartient à César. Il n'y a pas de souci. Vous avez commandé, mais elle a continué ce dossier. Donc c'est bien que monsieur Sapoti, excusez-moi. Oui. Monsieur Toribio l'a dit, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on veut faire et s'attribuer les mérites, mais on ne va pas dans la continuité. Si vous l'aviez commandé, elle a continué les travaux et aujourd'hui, on peut dire que la population du Lamentin ne souffre pas de ce manque d'eau comme les autres communes souffrent aujourd'hui. Alors, je veux bien effectivement que l'on discute pour savoir s'il y aura un syndicat, qui est-ce qui va diriger ce syndicat, mais on se rend compte que rien n'avance et rien n'est réglé au niveau de l'eau. Je trouve que notre population est très patiente. Et très très patiente avec les élus. Et je crains fort, M. Fendere, qu'un jour, cette population commence à bouger et je peux vous dire, les politiques qui sont en place doivent se cacher. Parce que je crois que cette population, connaissant ma population, ne va pas jouer avec les politiques. Parce qu'ils ont payé, ils passent encore du temps à payer et de voir qu'il n'y a pas d'eau dans leur robinet. Jocelyn Sapoti. Alors, l'eau, c'est le grand défi. Oui, l'eau, c'est le grand défi. La première chose que je dirais, oui, la situation à Lamentin, elle n'est pas comparable aux autres communes parce qu'il ne manque pas d'eau, ni en quantité, ni en qualité, depuis 2015. J'ai été élu en 2014. Quand je suis arrivé en 2014... C'est bien de s'attribuer. Laissez-moi parler. C'est ce que je disais. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler parce que, attention, il y a des lamentations qui vous écoutent. Ah non, monsieur. D'accord. Chaque personne reconnaît le travail. Et elle n'était pas conseillère départementale. Je peux parler. Elle a anticipé. Je peux parler. Oui, je laisse parler. Je peux parler. Je suis correct. Je peux parler. Merci. Quand je suis arrivé en 2014, il manquait de l'eau à Pirette, tous les week-ends, à Desbonnes-Lamentin. Ils entendent, hein? Ils sont là, tous les week-ends. J'ai été interpellé plusieurs fois par des habitants de Cocoyer, où il manquait d'eau. Oui, on a mis un surpresseur à Chouchou. Oui, ce surpresseur de Chouchou a réglé le problème des gens du haut de Ravenschaud vers Chouchou, mais a créé un déséquilibre sur l'ensemble du territoire. Oui, parce que ce n'était pas la solution. La solution, c'était d'augmenter la capacité de production d'eau et de
régler un certain nombre de problèmes concernant les réseaux qui étaient défectueux. C'est ce travail-là que nous avons fait. Je l'ai fait de deux types, de deux manières. Et je remercie le Conseil général à l'époque, Jacques Gillot, je le dirai toujours, qui à l'époque était président du Conseil général. Et l'Office de l'eau, suite à un dossier déposé par la mairie de Lamentin, quand je suis devenu maire, pour pouvoir renforcer la capacité de production, multipliée par 2 la capacité de production de l'usine d'eau de Lamentin, j'ai reçu un avis favorable du conseil départemental à l'époque. M. Toribio était conseiller départemental et Jacques Gillot en était le président. Et le conseil départemental à l'époque a accompagné le maire Jocelyn Sapoti de façon à pouvoir renforcer le réseau d'eau de Lamentin. Et depuis, nous avons de l'eau en quantité et en qualité à Lamentin. Et notre fournisseur, c'est le conseil départemental qui nous fournit de l'eau et nous traitons cette eau-là. Deuxième chose, j'ai revu le contrat de fermage qu'il y a avec la Générale des Eaux. Ça ne s'est pas passé avec, je pourrais dire, des petits tacs dans le dos. Hein. C'était une négociation très difficile avec la Générale des Eaux, où je leur ai fait comprendre que depuis tantôt, le contrat qui avait été signé par la ville de Lamentin n'était pas respecté et que le nouveau maire qui est là tient à faire respecter le contrat. Et ils ont fait des travaux. Ils ont fait des travaux qui étaient dans le contrat qui n'étaient pas faits. À Outa, ils ont fait des travaux. Et aujourd'hui, ils sont partis. Ils ont laissé de l'argent pour continuer à faire des travaux. Aujourd'hui, la compétence est transférée au niveau de la CNBT. Eh bien, la CNBT continue sur ce contrat qui avait été signé avec la Générale des Eaux et les fonds qui ont été laissés par la Générale des Eaux pour faire les travaux. Les travaux ont été faits. Dernièrement, les derniers travaux qui ont été faits au niveau de Motoban pour conforter le réseau d'eau. Donc, oui, aujourd'hui, depuis 2015, il n'y a plus de problème d'eau à Lamentin. Depuis 2015, il faut le dire. L'action du conseil départemental est fondamentale parce que si on n'avait pas le conseil général avec nous à l'époque, depuis l'époque de Jacques Gillot, on n'aurait pas pu le faire. C'est vrai. La commune de Lamentin n'aurait pas pu faire cela sans l'aide du conseil départemental, sans l'aide du conseil général de l'époque qui investit 1 million d'euros dans cette usine à Lamentin que nous avons pu reconstruire. Et il faut savoir que le conseil départemental a quand même aujourd'hui une responsabilité forte, même si on dit que ce n'est pas sa compétence la question de l'eau, à travers l'office de l'eau. Parce que l'office de l'eau, quand même, doit gérer la ressource. Et c'est sa mission. Et c'est une obligation. Et la gestion de la ressource est fondamentale. Et la qualité de la ressource est fondamentale. Et ça, c'est la mission du conseil départemental. Et c'est là où on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Et j'ai dit aux Guadeloupéens, et je l'ai dit très tôt, je le redis, on aurait dû penser, comme les Martiniquais sont en train de le faire, la solution sur la question de l'eau en partant de cette compétence, qui est la compétence sous la ressource, et voir comment, à partir de cette compétence qui est détenue par le conseil départemental, on pourrait plus construire un établissement public de l'eau sans passer nécessairement par un syndicat qui a du mal à naître. Et aujourd'hui, l'État a dû prendre la place des élus et décider à la place des élus, ce qui est regrettable et ce qui fait de la peine à constater aujourd'hui. Et si on avait pris la solution qui était proposée à l'époque et que j'avais proposée à l'époque, qui était de dire passons par une des compétences que nous avons déjà à travers un établissement public qui existe déjà, qui est l'Office de l'eau, mais en modifiant ses statuts, on aurait pu le faire. Très bien. Quelle vision, messieurs, pour le pays au-delà de votre canton? José Toribio. Sur l'eau au Lamentin. Le Lamentin n'a jamais manqué d'eau. Mais la SOGEA prenait l'eau du Lamentin et versait à d'autres communes qui étaient insuffisantes. C'est-à-dire qu'on a payé la solidarité beaucoup plus que d'autres. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point, sur l'eau, ce qui s'est passé avec un coût d'opération pour le Conseil général de 1 100 000 €, c'est suite à ma demande. Le Conseil général n'a pas accompagné M. Sapoti et ses fonctions. Le Conseil général a accompagné la commune du Lamentin. Je tiens à le préciser de ce point de vue-là. Parce que je ne comprends pas comment on peut se donner l'autorité de création de l'unité de traitement de prise d'eau lorsqu'on est élu en fin mars 2015. Alors ça fait donc... Non, 2014. Lorsqu'on est élu conseiller général... C'est une action du maire. Lorsqu'on est élu conseiller général... Le maire a été élu en 2014. Mais la commission d'appel d'offres, j'ai participé à l'attribution à l'entreprise. Je l'ai dit que c'était vous qui étiez conseiller départemental à l'époque. C'était avant
en fait, c'était avant. La commission d'appel d'offres a lieu en 2013. Mais vous défoncez une porte ouverte, M. Toribio. D'accord. Je vous ai dit que vous étiez conseiller départemental de l'époque. Non, ne dites pas que c'est vous, voilà, c'est tout. Non, oui, c'est le maire. Le maître d'ouvrage, c'est le maire. Non, c'est le conseiller. Oui, parce qu'il y a une convention de mandat. Mais voilà. Le dossier, il a été impulsé par José Toribio. Non, il a été impulsé par le maître d'ouvrage. Non, arrêtez. Les études ont été faites par le conseil général. Arrêtez, s'il vous plaît. À la demande du maître d'ouvrage. Là, vous mentez. Ah non. Vous êtes spécialiste dans cette affaire. Non. Alors, je ne vois pas comment les autres défis, le conseil départemental aurait construit. Je ne vois pas comment le conseil départemental aurait construit, d'accord, et aurait fait des travaux sur un équipement qui appartient à la mairie de Lamentin si le maire de Lamentin ne l'avait pas demandé et ne l'avait pas autorisé. Je ne vois pas comment. Très bien. José Toribio, ma question, puisque vous refusez de répondre à mes questions, ma question portait sur votre vision. Je vous signale qu'il y a une convention de mandat signée entre le conseil général et la mairie. Et le maire Jocelyn Sapoti, dites-le. Entre le conseil général et la commune du Lamentin. Et le maire Jocelyn Sapoti, dites-le. Non, c'est pas une question. La question de l'eau n'est pas une question. Mais vous ne voulez pas dire que c'était Jocelyn Sapoti le maire à l'époque. Je disais tout à l'heure, on veut s'attribuer des choses. Est-ce qu'on peut avancer? Vous êtes un falsificateur. C'est de naissance. Eh bien, prouvez-le. Voilà. Prouvez-le. Bien. Prouvez-le. Alors, on revient à ma question sur la vision que vous avez pour le pays au-delà de votre canton. Alors, moi, j'ai parlé tout à l'heure du défi alimentaire. Donc, il faut réorienter la destination du foncier agricole. Je n'ai pas dit qu'il faut supprimer la canne. Je n'ai pas dit qu'il faut supprimer la banane. Mais pour qu'on ait véritablement une vraie politique de diversification agricole, le foncier du conseil départemental est à même de pouvoir aller dans ce sens-là. Mais quand je parle du conseil général, du conseil départemental, écoutez-moi bien, je nommais absolument pas les grands propriétaires fonciers. En tant que socialiste que je suis, il faudra bien qu'on leur impose ça aussi. Alors je le dis pourquoi? Parce que en matière d'agriculture, notre voisin a dit qu'il s'y connaît. Sur les financements européens qui sont consacrés à l'agriculture guadeloupéenne, 66% des fonds agricoles européens vont à la canne et la banane. 33% pour autre chose. Élevage, diversification agricole. Or, il se trouve qu'en valeur agricole finale, canne et banane pèsent 33% et diversification pèse 66%. C'est complètement l'inverse. Donc peut-être que la richesse de la Guadeloupe se trouve justement dans la diversification. Et il faut donc qu'on puisse le faire. Il faut qu'on aille à l'agriculture de montagne, dans la forêt départementale. Il faut donc qu'on puisse faire tout ça et pour avoir une agriculture qui soit différente, qui donne à manger à sa population. Je ne crois pas à l'indépendance alimentaire. Aucun pays du monde n'est indépendant de manière alimentaire. Mais en tout cas, renverser fondamentalement, effectivement, la tendance aujourd'hui. Bon, ça va être difficile avec les grands propriétaires fonciers, puisqu'ils sont investis dans l'import-export, c'est-à-dire un mécanisme qui construit l'indépendance, mais on pourra y arriver. Ça, premier défi, le défi alimentaire. Deuxième défi, c'est le défi démocratique. Le défi démographique, pardon. Le défi démographique. Il y a une insertion pour les jeunes. Bientôt, il va falloir insérer les personnes âgées de plus de 65 ans. Vous savez, il y a une étude qui a été faite, commandée par le gouvernement en décembre 2020 et qui a été remise en mai 2021. C'est tout à fait récent. Et j'invite à lire le rapport Broussy aux uns et aux autres. Et ce rapport, notamment entre les pages 141 et 170, parle de la situation de vieillissement de la Guadeloupe. Aujourd'hui, on peut estimer qu'en 2030, la population de plus de 65 ans va constituer 29-30% de la population, et en 2050, donc de 37,7%, autrement dit 38%. Et donc, ça veut dire que la frange de la population la plus nombreuse, ce sera les personnes âgées. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que ça, c'est une proposition forte de ma colistière Kelly Vercotrin, qu'on puisse fonder des maisons arc-en-ciel, hein, et que ces maisons arc-en-ciel permettent de lier jeunesse et ceux qui sont personnes âgées. Donc transmission des savoirs, transmission des méthodes. Alors, ces maisons arc-en-ciel
doit être couplé également avec ce qu'on appelle les tiers-lieux. Donc les maisons tiers-lieux, c'est-à-dire, le Conseil général a tenté l'expérience d'ailleurs, où des jeunes se rencontrent, échangent sur leurs projets, sur leurs difficultés, se mettent ensemble pour réaliser des projets, et bien sûr tout ça encadré pour pouvoir faire émerger les projets des jeunes. Donc l'insertion, c'est les maisons arc-en-ciel et c'est les maisons tiers-lieux. Donc il va falloir changer donc, complètement l'esprit des maisons, des EHPAD. Il va falloir que ça change. Ce n'est pas tolérable ce qui s'y passe aujourd'hui pour beaucoup d'établissements. Il va falloir changer. Deuxièmement, il va falloir axer les constructions sur leur accessibilité pour les personnes âgées. Ça veut dire beaucoup de choses. Pas seulement l'accès pour un fauteuil roulant. Ça veut dire aussi que la domotique doit rentrer en ligne de compte pour changer la nature même des logements. Le Conseil général, s'occupant du plan départemental de l'habitat, pourra donc contraindre les constructeurs, les bailleurs sociaux à construire selon tel type ou tel type. Je pense que c'est important. De telle manière, au final, que nos villes et nos territoires soient vivables dans le bien vivre pour tous les âges, pour tous usages et pour tout partage. Je crois que c'est l'une des conclusions de ce rapport, de ce point de vue-là. Alors c'est une démarche qui est globale, ce n'est pas une démarche réductionniste des personnes âgées, mais quelque chose de plus profond. Donc c'est le deuxième défi que la Guadeloupe aura à connaître. Le troisième défi, c'est celui de l'environnement et de l'écologie. Hein, c'est le défi climatique. On vient de voter la loi changement climatique, sur lequel aucun parlementaire de la Guadeloupe n'est intervenu, même si j'en ai sollicité un pour l'article 58, s'agissant des traits de côte, parce qu'on perd de la surface aérienne par rapport à la montée des eaux, et personne n'a réagi. C'est remis à Sinédier. Une ordonnance va traiter les questions d'outre-mer. Alors c'est nous qui sommes intéressés par les traits de côte, et moins que les départements européens. Alors là-dessus, sur le climat et l'environnement, et sur les richesses naturelles du pays, je souhaite que la région, le département étant compétent pour les plans d'eau, les lacs et les rivières, de ce point de vue-là, puisse aller dans le sens de la réintroduction de la faune et de la flore, effectivement, traditionnelle que nous connaissons en Guadeloupe. Bon, c'est pas rien, il n'y a presque plus d'écrevisses. Il faut le faire, c'est de la compétence. Et il faut travailler, là encore, en collaboration avec le Conseil régional, puisque c'est le Conseil régional qui est compétent en matière d'aquaculture. Mais ce n'est pas par un contrat de convergence quelconque qu'on sert de son chapeau au dernier moment et qu'on veut imposer au département de pouvoir signer, d'arrêter d'être dans le ministère de la parole, je crois, c'est le mot qui a été dit, et pour venir signer, imposer une signature de contrat de convergence. C'est pas comme ça qu'on va à la convergence. Il faut être sérieux. Merci José Toribio, vous garderez la suite pour votre conclusion. Patrice Nanette, sur la vision pour le pays. La vision pour le pays va à un développement. Et il y a certains points que M. Toribio a touchés, que j'aurais voulu conforter au niveau de l'agriculture. Effectivement, il a parlé de diversification, mais amener effectivement nos agriculteurs à la diversification jusqu'à l'agrotransformation. Effectivement, ce sont les deux assemblées qui doivent travailler. Bon, comme on dit, on n'est pas obligé de signer un partenariat pour travailler ensemble. La loi Notré disait que les deux assemblées peuvent travailler convenablement. Donc, je ne vois pas pourquoi on signe aujourd'hui des contrats pour travailler ensemble. Au niveau de la biodiversité, effectivement, la Guadeloupe a une richesse. Et je peux vous dire, M. Fendéré, que la Guadeloupe peut devenir une île très riche parce que nous avons les compétences. Nous avons effectivement des jeunes qui partent, qui étudient et qui sont reconnus à l'international, mais qu'on ne valorise pas et qu'on ne permet pas de retourner dans le pays. Et je peux vous dire, au niveau des énergies renouvelables, la Guadeloupe peut être aujourd'hui indépendante en ce qui concerne les énergies renouvelables. L'éolien, le soleil, la mer, les rivières, la géothermie, tout cela, on peut être indépendant. Bon, maintenant, c'est s'attaquer aussi à certaines multinationales, comme on connaît. Retour de nos jeunes, comme je disais, parce qu'ils ont le savoir. Deux points qui me sont très chers.
et M. Toribi en a parlé, les personnes âgées. La France est très en retard sur le développement des infrastructures pour la mobilité des personnes en situation de handicap. Et je pense que nous, en tant qu'élus, nous devrions être l'exemple et travailler là-dessus. Je me souviens, mon fils a été faire ses études au Canada. Il n'est pas resté, hein, il est rentré en Guadeloupe, mettre ses compétences en Guadeloupe. Et j'étais fort étonné dans son école, une école qui accueillait plus de 8500 élèves. Je peux dire que 700 étaient réservés pour les personnes en situation de handicap, quel que soit. Et les infrastructures ne manquaient pas par rapport à ça. Donc, les personnes en situation de handicap étaient très dépendantes au niveau du transport, parce que là encore, il faudra voir cette histoire de transport, parce que le Nord-Basse-Terre en souffre. Au niveau aussi de l'accessibilité dans les lieux publics, je pense qu'il faudra travailler sur cela. La construction, et ça c'est un de mes projets, de musée des arts et de la culture. Et je dis, c'est dans la compétence du conseil départemental. Nos artistes ont trop souffert jusqu'à présent et un manque de reconnaissance. Travailler avec eux pour construire un musée des arts et de la culture avec des expositions permanentes. Il est impensable d'aller en Afrique pour aller au musée destiné au zouk, alors que le zouk a été créé en Guadeloupe. Donc le zouk, la biguine, etc. Nous avons des écrivains, Maryse Condé encore qui a été primée. Donc je crois qu'il faut mettre ces artistes, et nos artistes seraient fiers de présenter sur un projet qui a été travaillé avec eux. Et je pense aussi, l'avenir, on dit que la Guadeloupe, ce sera l'un des départements les plus vieillissants, mais travailler avec la petite enfance. Et travailler avec la petite enfance, mettre les moyens. Il y a aussi des structures à mettre en place. Il y a aussi cette éducation. Et je serais désolé de dire, parce que je suis touché par cela, lorsque nous passons par exemple à l'école de la Rosière, voyant ce qui a été fait, que le maire a cédé pour des investisseurs privés, plus de 2500 mètres carrés, pour construire des petits locaux commerciaux, alors que c'était la fierté des habitants de la Rosière d'avoir une école. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Une grue. Alors, mon fils qui, effectivement, est à l'école là, j'ai même peur pour lui, à savoir si demain, il ne peut pas y avoir un incident. Donc, en plus, la population s'était soulevée, mais le maire s'est dressé contre cette population, disant que ce projet verra le jour. Donc je pense qu'il faudrait avoir le respect pour sa population et faire les choses convenablement pour un avenir meilleur. L'avenir semble sombre pour certains, mais on peut l'améliorer, améliorer l'existant et faire pousser des projets. Parfait. Patrice Nanette, Jocelyn Sapotille. Oui, je ne répondrai pas à M. Nanette sur ce qui est dit sur l'école de la Rosière, dans la mesure où la communauté, laissez-moi parler s'il vous plaît, où la communauté scolaire et l'éducation nationale travaillent avec nous là-dessus. Il n'y a aucune difficulté là-dessus et je tiens à dire à la population qu'elle n'a pas la mémoire courte et j'ai le film, je vais le publier aussi. Il y avait un bendo, je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est qu'un bendo, mais les jeunes savent ce que c'est. C'est-à-dire un bâtiment abandonné qui était un lieu et place, qui était un lieu de trafic de drogue. Et Mme Juliard a promis de retirer cela, elle ne l'a pas fait. M. Toribio l'a promis, il ne l'a pas fait, nous l'avons fait. Et ce que nous sommes en train de construire... Ah bien d'accord, eh bien, vous ne l'avez pas promis, vous, Mme Juliard. Non, j'ai promis de le modifier. D'accord, très bien. Aujourd'hui, c'est fait. Et aujourd'hui, en lieu et place de ce bâtiment, il va y avoir effectivement une activité économique, d'accord? Et l'espace qui a été pris juste devant l'école, c'est pour sécuriser l'entrée de l'école, où dernièrement encore il y a eu un accident, où là il va y avoir 156 places de parking, monsieur. 156 places de parking pour donner une entrée directe à l'école et où les élèves ne seront plus en danger, parce que vous oubliez qu'il y a déjà eu un mort devant cette école et que dernièrement encore un enfant s'est fait faucher par une voiture. Voilà, c'est tout ce que j'allais dire. Et la
communauté scolaire, contrairement à ce que vous dites, fonctionne avec nous et l'éducation nationale est très content de ce projet. Faisant partie, c'est pas ce que j'ai. Bien, sur la vision. J'ai fini sur ça. Ensuite, je continue pour vous dire sur la vision. J'entends des listes à la Prévert, c'est très bien. Sauf que il faut quand même se rendre compte qu'il faut une logique institutionnelle et administrative. Oui, parce que maintenant, on va aux élections. On ne pose pas le problème institutionnel. Oui, il faut poser le problème institutionnel. Il faut clarifier aujourd'hui la relation qu'il y a, non pas entre le conseil départemental et le conseil régional, mais à la fois conseil départemental, conseil régional et aussi les EPCI. Et aussi les EPI, et surtout les EPCI. Et on a un vrai enjeu là. La Guadeloupe doit trouver son avenir à travers la clarification concernant les compétences sur ce domaine-là. Et là, le conseil départemental a un rôle fondamental à jouer. Certains pensent qu'il devrait disparaître. Je ne fais pas une religion, et je vous le dis très sincèrement, qu'aujourd'hui, le conseil départemental, j'ai dit, avait une compétence très forte en matière de l'eau, sur la question et de la ressource de l'eau, et ça, beaucoup de jeunes ne le savent pas. Le conseil départemental est l'un des plus grands propriétaires fonciers de la Guadeloupe. Beaucoup de jeunes ne le savent pas. Maintenant, sur la question de l'humain, qui a la meilleure compétence aujourd'hui sur la question de l'humain, du développement de l'humain, de la formation de l'humain, de l'accompagnement de l'humain, depuis la petite enfance jusqu'au collège aujourd'hui, et même voire après, à travers la vie associative, c'est le conseil départemental. Donc à ce niveau-là, à la fois pour les jeunes, c'est-à-dire depuis l'entrée, on va dire, dans les crèches ou autres, il y a un travail fondamental à faire et il faut améliorer l'accompagnement du conseil départemental vis-à-vis de ce public-là. Deuxièmement, accompagner l'autre public, qui est le public aussi des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Et comment le faire? Pour le faire, il faut pouvoir dégager des ressources. Oui, il faut dégager des ressources. L'Assemblée départementale, aujourd'hui, a ce moyen-là. Et mes propos ont été déformés. Mais quand M. Toribio dit la même chose que moi, je vois qu'on acquiesce. C'est exactement la même chose que j'ai dite. C'est-à-dire... Non, je ne répète pas parce que bien avant vous, ou peut-être en même temps que vous, je ne sais pas, parce que vous êtes plus vieux que moi en politique, mais en tout cas, on l'a dit tous les deux, c'est clair. En politique, hein? En politique. Non, mais vous êtes plus vieux que moi aussi. Mais ça, on ne dirait pas, nous, regarder. Bon, écoutez. Non, de toute façon, on a l'habitude de rigoler. Non, mais ça, c'est la partie où on a l'habitude de se taquiner comme ça. C'est pas un problème, nous sommes habitués à ça, lui et moi. Donc, ce qui est important de voir aujourd'hui, c'est qu'il faut pouvoir dégager des ressources pour le faire. Et quand aujourd'hui nous payons ce que nous sommes en train de payer à la place de l'État, je dis très sincèrement que si on ne payait pas à la place de l'État, on aurait eu les finances en Guadeloupe pour financer un hôpital. Les 500 millions d'euros de l'hôpital là, on aurait pu les financer largement si on ne payait pas à la place de l'État. Donc il faut arrêter de payer à la place de l'État, c'est ce que j'ai dit, voilà, et je le redis encore, arrêter de payer à la place de l'État, que cette ressource-là soit mise à disposition, bien sûr, de la Guadeloupe pour de la formation, pour l'accompagnement dans les métiers aujourd'hui qui sont des métiers nouveaux, et je dis bien les services à la personne sont des métiers nouveaux, pour accompagner davantage la petite enfance, parce que là, il y a un manque sérieux, à ce niveau-là, donc il faut dégager des moyens pour le faire. Et puis, le conseil départemental doit participer, bien sûr, là où il est encore compétent, eh bien, à mettre en place les infrastructures qui permettent à l'économie de se développer. Donc j'ai parlé des ports de pêche, je parle bien des ports de pêche et des petits aérodromes pour aménager le département. Et là-dessus, nous allons travailler, car il faut travailler là-dessus. Et puis, des associations aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont dans l'aide à la personne, qui sont dans les prestations envers les personnes qui souffrent trop et qui ont du mal à payer des salaires, etc. Les accompagner aussi davantage, parce que là, c'est des milliers d'emplois. Hein. On parle là de milliers d'emplois qu'il faut sauver. Donc oui, je suis pragmatique dans ma démarche. Je suis concret dans ma démarche. Tout de suite, il faut aller vers cela. Et tout de suite, il faut aller vers une clarification des compétences pour que le conseil départemental puisse bien trouver sa place dans le paysage, le millefeuille institutionnel. Très bien. Il est maintenant largement temps de conclure, messieurs. Nous arrivons au terme de cette émission. La conclusion d'abord de José Toribio en 1 minute et demie. Non, c'est pas possible.
C'est pas possible. Je savais que ça serait compliqué pour vous, rapidement. Non, si vous voulez. Bon, pour le Lamentin, on sait, il faut le barrage de Germillac, dont je suis l'initiateur. C'est un dossier qui va prendre du temps. Il faut un deuxième collège. Il faut s'occuper des routes départementales en tant qu'espace d'aménagement du territoire, routes, bancs, lumière, plantation. Il faut créer une route départementale de Routa à prise d'eau. Il faut la création d'une caserne. Il faut développer le port de Blachon. Il faut les appuis à Ravenschaud, les maisons arc-en-ciel et la politique d'insertion sociale et professionnelle sur le Lamentin. Bon, maintenant, grosso modo, on a bien vu qu'aujourd'hui, c'est la politique foncière qui est l'un des enjeux. Bon, j'ai appris que dénommé Brizard a acheté, je ne sais pas combien d'hectares à Jarry. Depuis hier, j'ai entendu ça sur les ondes. C'est le même qui a acheté d'ailleurs dans la cour de l'école de la Rosière. Vous qui êtes un journaliste d'investigation, vous pourrez nous dire si oui ou non l'intéressé est un ami financier de la Fédération guadeloupéenne, du Parti socialiste français. Alors foncier, c'est important. La culture, une fois qu'on a dit tout ça, la culture. Un peuple sans culture est un peuple qui se meurt. Et tout le monde connaît ma passion pour la culture. Il faut une maison d'art plastique, il faut une école de musique, il faut une école de danse, il faut une école de théâtre. Toutes ces institutions devront être des institutions diplômantes et non pas des attestations de stage. Parce qu'aujourd'hui, les métiers culturels se développent énormément et nous avons réellement, on le voit tous les jours, quotidiennement, des talents en Guadeloupe. Et la culture doit donc être quelque chose qu'il faut magnifier et non pas la cinquième roue du carrosse. Je crois qu'il est important de le dire. Et trouver pour les artistes le système qui est applicable depuis la LUM de l'année 2000, oui. Où c'est votre conclusion, hein, José Toribio. Le transport était fait et soulagé pour les athlètes, parce qu'on paye leur voyage pour aller dans les compétitions internationales. Mais l'artiste, quand il faut qu'il se déplace avec ses tableaux, l'assurance tout seul, il n'est pas aidé. Or, il faut qu'il soit ouvert aux marchés internationaux de l'art. Je crois que l'art guadeloupéen a une place à prendre. Et donc, il faut aider les artistes de ce point de vue-là. Voilà. Alors, maintenant, la conclusion, je demande à tous mes compatriotes du Lamentin, les Lamentinoises et Lamentinois, de nous encourager à poursuivre ces démarches-là. Et ils l'encouragent comment? D'une part, en venant voter. D'une part, en venant voter le 20 mars. Je n'appelle pas à l'abstention. L'abstention favorise ceux qui sont là. Mais de voter, de prendre sa responsabilité. Ils peuvent ne pas voter Toribio, ils peuvent ne pas voter Nanette, ils peuvent ne pas voter Sapoti. Mais ils peuvent voter avec un bulletin blanc. Donc l'expression, sincèrement, il faut qu'ils votent. Deuxièmement, je préfère qu'ils votent pour moi. C'est tout à fait clair, avec mon binôme. C'est normal. Et donc, je leur dis à demain. Donc, demain, c'est tout près, c'est le 20 juin. À demain, donc, pour les élections. Et après-demain aussi. Puisque je vous dis que c'est un canton commune. Et les élections municipales étant annulées, il va falloir reprendre les choses en main. Très bien. Jocelyn Sapoti. Alors, premièrement, pour vous dire que je viens d'entendre que les élections municipales ont été annulées. Pour l'instant, il y a un recours fait par Mme Julliard devant le Conseil d'État. Peut-être, oui, peut-être non. Si c'est ça, il n'y a pas de souci, on ira aux élections. Je ne suis pas inquiet. Le recours qui est fait, ce n'est pas pour l'annulation des élections. C'est pour autre chose. Non, c'est pour l'annulation des élections aussi. Non, c'est pour autre chose. Bref. En tout cas, la décision du tribunal de Bastia, c'est d'annuler les élections, et pas plus que ça. Bon, ensuite, donc, je continue. Ensuite, ce que je voulais dire aux Lamantinois, c'est que nous avons commencé un travail. Il est palpable, il est visible, il est mesurable, on peut le voir. Ils ont donné à leur maire, à leur municipalité, les moyens de continuer à travailler en 2015, après avoir élu cette équipe à la mairie de Lamentin en 2014. En 2015, ils ont fait de nous, leurs conseillers départementaux, ce qui a renforcé notre action, ce qui nous a permis d'être plus efficaces. Je demande aux Lamantinois de poursuivre dans cette voie. Je sollicite les Lamantinois pour qu'ils puissent poursuivre dans la voie de l'efficacité pour Lamentin, de la construction pour Lamentin, pour continuer à réaliser pour Lamentin. En 2015, ils l'ont dit. Ils l'ont confirmé encore là en 2020 lors des élections municipales qui font confiance à cette équipe.
et largement. Donc nous leur disons que le 20 juin, il faut aller voter et que l'organisation des élections se fera de manière à ce que la sécurité de tout un chacun soit garantie, soit respectée. Contrairement à ce qu'il est dit, on n'a pas besoin d'être vacciné ni de faire un test pour aller voter. Ce sont des recommandations fortes pour ceux qui tiennent les bureaux de vote, pas pour les électeurs. Donc les électeurs peuvent aller voter du moment qu'ils portent leur masque. Donc d'aller voter et de voter en masse, et que nous voulons et que nous souhaitons effectivement que la Covid-19 ne nous vole pas notre avenir. Notre avenir, nous sommes en train de le construire et à la Montagne, nous le construisons avec l'équipe que la population a choisie depuis 2014 et qui mène bien les affaires de la Montagne. Donc nous voulons poursuivre et continuer à le faire grâce bien sûr au bulletin qui nous permet de le faire. Donc votez pour le binôme Jocelyn Sapoti, Clara Riga. Merci. Très bien, le tirage au sort a désigné Patrice Nanette pour avoir le dernier mot. Oui, cher Lamantinois, contrairement à ce qui a été dit, je ne suis pas contre, effectivement, que le conseil départemental laisse ses compétences pour le RSA à l'État. J'ai bien dit par rapport à une expression. Mais en attendant que l'État reprenne cette compétence, nous devons conforter et améliorer l'existant. La deuxième chose, je voudrais dire que n'attendons pas le 27 pour aller voter. Dès le 20, allons voter. Et lorsque vous irez voter, vous avez reçu votre matériel de vote. Ne vous laissez pas influencer dans les bureaux de vote disant que vous n'êtes pas inscrit. Vous êtes inscrit si vous avez reçu effectivement votre matériel de vote. Donc exigez de voter dès le 20. Vous connaissez mon binôme Renette Julliard et moi-même. Renette Julliard qui n'a pas attendu effectivement qu'elle soit au département ou à la mairie, mais qui continue à vous recevoir pour traiter vos dossiers. Donc, pour traiter des dossiers, il faudrait que nous soyons en contact de la population. Nous n'avons rien à prouver à cet effet parce que nous sommes en contact. Donc, dès le 20, faites confiance à Renette Julliard et Nanette Patrice, votez et faites voter pour nous et nous serons dès le lendemain à votre disposition pour mettre une permanence pour vous recevoir. Merci. Merci à vous, José Toribio, Jocelyn Sapoti, Patrice Nanette. Merci d'avoir pris part à ce débat consacré donc au départemental au Lamentin. Merci. Merci à vous. Bonne suite de campagne à vous tous d'ici au 20 juin. Merci à vous de nous avoir suivis. La campagne des régionales et des départementales continue sur Éclair FM TV. Merci.